et bienvenue à ce rendez-vous en visio qui s'inscrit dans le cadre du 4e sommet de l'innovation agricole en partenariat avec le salon Tech et Élevage qui se déroule donc en 6 thématiques et 36 conférences. Alors, nous amorçons aujourd'hui le thème des énergies et plus précisément avec un angle vertueux par la production d'énergie et par leurs usages, ce qu'on résume aujourd'hui sous les termes de ferme à énergie positive. Alors, pour entrer dans ce sujet, nous proposons d'échanger sous l'intitulé plein de promesses et déjà très concret. La thématique donc, de cette table ronde, la ferme à énergie positive, c'est déjà demain. Il va donc s'agir d'expliquer comment on peut déjà utiliser de façon efficiente, optimale et économe les énergies dans l'exploitation, aussi quelles pistes d'avenir pour développer son autonomie énergétique. Alors, nous allons faire un tour du côté d'une des 3 fermes expérimentales de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire, la ferme expérimentale de Derval en Loire-Atlantique, spécialisée en élevage bovin-lait, donc pour la traite, mais aussi sur les questions environnementales et énergétiques. La ferme expérimentale de Derval en Loire-Atlantique accueille depuis 2018 une unité de méthanisation qu'on appelle Derval Agriméthane. On va y revenir. Alors, pour aborder ce sujet concret de la ferme à énergie positive, avec nous aujourd'hui 4 intervenants travaillant sur le site de Derval ou en partenariat. Thomas Huneau. Donc, Thomas Huneau, vous êtes responsable de la ferme expérimentale de Derval en Loire-Atlantique, je l'ai dit. Stéphane Boireau, bonjour. Vous êtes chef du service énergie et économie circulaire. Donc, vous travaillez donc pour la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. Christian Perrault, bonjour. Vous êtes agriculteur à Derval. Vous êtes avec nous parce que vous êtes actionnaire et donc investi dans Derval Agriméthane depuis le début. Et puis, 4e invité, Gérard Blais. Vous êtes président du lycée agricole et machinisme du lycée Saint-Clair de Blain-Derval. On va le voir comment ce lycée a un lien étroit et même impliqué à travers l'unité de méthanisation. Voilà. Bien, merci d'avoir accepté chacun notre invitation. Première question pour poser un peu le décor, Thomas Huneau, donc vous êtes responsable de l'affaire expérimentale de Derval, donc spécialisé dans la traite, je l'ai dit tout à l'heure. Alors, la ferme énergie positive, ça veut dire produire plus au bénéfice d'exploitation ou consommer moins pour réduire ses charges. Et c'est cet axe-là que vous avez choisi pour votre atelier d'élevage lait, bovin lait, les économies. Alors, expliquez-nous comment vous avez organisé ça et puis, ce qui nous intéresse, quels en sont déjà les résultats. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. À Derval, on travaille depuis longtemps sur la traite. Et dans les années 2010, s'est posé la question de la consommation d'électricité, enfin d'énergie globalement, mais principalement d'électricité, autour du bloc traite. Et on a souhaité creuser la question. Alors l'objectif est de réduire cette consommation d'énergie, mais avant de pouvoir la réduire, faut-il savoir combien on consomme pour axer nos bonnes pratiques sur les postes les plus consommateurs. Donc dans un premier temps, on a travaillé sur la mesure de la consommation d'énergie. Il n'existait pas spécialement d'outils adaptés pour enregistrer automatiquement l'ensemble des consommations d'énergie d'un bloc traite. Donc avec une entreprise, on a créé un automate d'enregistrement qui nous permet d'avoir très régulièrement les consommations d'énergie de tous les éléments électriques du bloc traite. Donc pendant quelques années, on a laissé passer pour voir comment les outils électriques fonctionnaient, donc le robot de traite, le tank à lait, le chauffe-eau, le surpresseur, et puis tout un tas de consommations diverses autour de la stabulation des vaches laitières. Donc après analyse de ces consommations, on a ciblé nos actions sur les postes les plus consommateurs. Donc sans grosse surprise, mais fallait-il encore le chiffrer, on a sorti le tank en premier consommateur du bloc traite. À peu près 50% de la consommation électrique d'un bloc traite revient au tank. Ensuite, chez nous, ça va être le robot de traite en deuxième position. En troisième position, on a identifié le chauffe-eau et ensuite le surpresseur et toute la partie diverse, alors qu'on obtient en fait en soustraction, puisqu'on a une consommation globale et on enlève ces 4 postes-là, on va trouver ensuite la partie diverse.
cette partie diverse, elle est quasiment aussi importante que le tank, mais elle est répartie en plein de petites consommations qu'il est difficile d'identifier, d'isoler et d'optimiser. Ça peut être l'éclairage, ça peut être un racleur, ça peut être une ventilation. Donc, il ne faut pas la négliger, mais c'est difficile de l'optimiser. Donc, on a fait ce constat-là pendant plusieurs mois. Ça nous a permis après de cibler nos efforts sur le tank pour commencer. Et donc là, les économies, on a souhaité les faire dans un premier temps sans investir dans du matériel supplémentaire. Donc comment on fait pour ça? L'objectif, on s'est dit, mais est-ce que notre tank fonctionne dans des bonnes conditions? Et donc on a travaillé sur la ventilation des groupes froids du tank et la propreté des groupes froids du tank. Sachant que dans les élevages, ça fonctionne parfois dans une ambiance qui est poussiéreuse, parfois dans une pièce qui est assez fermée. Donc on a un mauvais échange thermique. Donc pour ça, on a fait des expés assez simples. Pendant un an, on a laissé s'encrasser les groupes froids du tank, volontairement. On a mesuré les consommations, ensuite on les a nettoyés comme elles devraient être nettoyées, et on a remesuré les consommations. Et donc, rien qu'en faisant ça, on a observé une réduction d'une vingtaine de pourcents sur la consommation du tank. Ensuite, toujours dans l'objectif d'économiser mais sans investir, on a travaillé sur la ventilation des groupes froids du tank. On a fermé la pièce dans laquelle était stocké le tank, on a mesuré les consommations et ensuite on a ouvert et on a remesuré les consommations. Et là, on a observé, pareil, une réduction de consommation à peu près du même ordre sur la consommation du tank. Donc, rien qu'en faisant ces choses, on va dire, naturelles, logiques, sans investir, on a déjà réduit quasiment d'un tiers la consommation électrique du tank. Donc, c'est déjà un bon point, ça veut dire que c'est à portée de main de tous les éleveurs, sans forcément investir 4-5 000 euros dans des équipements que je vais vous détailler après. C'est un peu de temps, évidemment, à passer pour nettoyer le groupe froid du tank. Donc, une fois cette étape franchie, on a ensuite dit, bon, bah, d'accord, on va maintenant tester des équipements qui permettent d'économiser encore plus. Donc là, ça va être le pré-refroidisseur, dans un premier temps, qui va avoir un effet sur la consommation du tank. Et dans un deuxième temps, on va tester le récupérateur de chaleur. Donc lui aura plutôt une répercussion sur la consommation du chauffe-eau. En deux mots, le principe de l'un et l'autre, le pré-refroidisseur, il se situe avant le tank à lait. Il voit passer le lait chaud qui sort de la vache, 35 degrés, et c'est un échangeur tubulaire ou à plaque, et on va capter les calories du lait avec un flux d'eau froide, plus ou moins froide suivant la source. Ça permet de réduire la température du lait, qui va arriver dans le tank aux alentours de 20 degrés, et le tank aura simplement l'effort à fournir pour descendre à 4 degrés. Donc l'économie, elle se trouve ici. Le tank fonctionne moins longtemps puisqu'il y a moins de calories à évacuer sur le lait. L'eau tiède qui ressort du pré-refroidisseur, elle sort à 20-23 degrés. Elle est souvent et principalement orientée vers les abreuvoirs pour les vaches laitières. Alors ça fonctionne relativement bien. Attention quand même aux troupeaux qui sortent énormément au pâturage. Le risque, c'est qu'ils ne passent pas suffisamment de temps dans le bâtiment pour consommer l'eau qu'on sort du pré-refroidisseur. Donc il y a des astuces. On peut avoir des cuves tampons, on peut remettre sous pression pour envoyer dans un réseau d'eau dans le champ, mais faut y penser au moment du projet, parce que malheureusement, en période de pâturage, il y a certains éleveurs qui arrêtent leur pré-refroidisseur puisqu'ils n'ont pas de consommation suffisante derrière. C'est un peu dommage. Donc ça, c'est sur le pré-refroidisseur. Et là, l'économie qu'on mesure en moyenne, c'est moins 40% sur la consommation du tank. Ensuite, on a le récupérateur de chaleur qui, lui, est monté en fait sur les groupes froids du tank à lait. Et les calories qui restent dans le lait, donc le tank va chercher à les évacuer. Au lieu de les évacuer dans l'air,
eh bien là aussi, on va utiliser un échangeur à plaques. Avec le gaz frigorigène qui sort du tank qui est chaud, on va récupérer les calories avec un flux d'eau froide, toujours pareil. Cette eau froide est chauffée, on peut chauffer jusqu'à 55 degrés en moyenne, et cette eau froide va directement être injectée dans le chauffe-eau. Donc le chauffe-eau, il va fonctionner pour chauffer jusqu'à 65-75 degrés. Donc il aura uniquement 20 degrés à gagner au lieu de 50 lorsque l'eau froide est à 10 degrés en général. Donc là, l'économie, on va la voir sur le chauffe-eau. Ça ne change rien sur le tank. Sur le chauffe-eau, on peut arriver jusqu'à 70 à 90% d'économie. Donc voilà, deux équipements qui permettent d'économiser encore plus, mais avec des retours sur investissement qu'il faut calculer en fonction de l'équipement, entre 4 500 et 6 000 euros d'investissement pour l'un et l'autre, suivant les aides qu'on peut avoir en fonction des régions de France. Alors évidemment, plus l'électricité est chère, et plus ça va devenir intéressant à faire à suivre. Et pour terminer, de façon un peu plus récente, on est en train de tester, hein, le prototype est toujours visible à la ferme expérimentale à Derval. On est en train de tester un tank nouvelle génération. On s'inscrit dans un projet qui est animé par CERAP, Pôle Cristal, un bureau d'études en énergie, et puis l'Institut de l'élevage. Et nous, on s'inscrit en tant que prestataire. On a testé un tank qui s'appelle Tank 2020, donc qui cumule les technologies que je viens de vous citer, pré-refroidisseur et récupérateur, et aussi du numérique, de la production de froid, variable. Donc, c'est-à-dire que le tank va doser la puissance de froid en fonction du volume de lait à refroidir. L'objectif, c'est aussi de ne pas dégrader le lait au niveau de sa qualité et de sa matière grasse. Ce projet-là ambitionne de réduire de 70% l'énergie nécessaire au chaud-froid dans le bloc traite. Donc chaud parce que ça va permettre des économies sur le chauffe-eau, et froid parce que ça va aussi permettre des économies sur le tank. Donc c'est un tank nouvelle génération, avec des groupes froids, je le disais, à puissance variable, qui s'adapte aussi très bien aux robots de traite, puisque les volumes de lait sur les robots de traite sont faibles, mais continuent sur 24 heures. Donc quand un tank normal refroidit soit à fond ou pas du tout, on risque d'abîmer le lait, on va dire. Donc là, ce tank-là s'adapte bien au système en traite robotisé. Et il intègre aussi une particularité, le système qu'on a à Derval utilise un nouveau gaz frigorigène. Donc un gaz frigorigène beaucoup moins polluant. Les gaz frigo qui sont actuellement présents dans les tanks à détente directe polluent 4000 fois plus que le CO2. Donc le CO2 n'a déjà pas très bonne pub. Ce gaz frigorigène qu'on utilise dans ce prototype ne pollue que 3 fois plus que le CO2. Donc il y a une nette amélioration sur le fluide utilisé. Donc voilà, même si l'éleveur n'est pas au contact du fluide, c'est pas lui qui gère ça, c'est quand même une bonne avancée en termes de risque de réchauffement climatique. Alors ce gaz, évidemment, il s'évacue pas dans l'air, hein, mais il faut le produire, il faut le gérer, surtout une fois que les tanks sont hors service, il faut récupérer le gaz et le traiter. Donc si on arrive déjà à travailler avec des gaz moins polluants, on s'expose à moins de risques. Donc voilà sur Derval, comment on a abordé l'aspect de la ferme à énergie positive, plutôt en misant sur la réduction de la consommation. Et puis évidemment, on peut aussi, on fait partie nous aussi du projet Derval Agri-Méthane, où on fournit nos déjections pour, de l'autre côté, produire de l'énergie. Très bien, merci. Thomas Lino. Donc, vous l'avez dit, on voit bien comme quoi les questions d'énergie, la réduction des charges a toujours fait partie des points importants d'une stratégie d'entreprise dans une exploitation agricole, mais combien aussi les énergies vont devoir être un axe important à prendre en compte.
Stéphane Barraud, avec vous, alors on va voir un autre aspect de la ferme à énergie positive, c'est sur la partie production. Alors là aussi, hein, on a vu des panneaux photovoltaïques, de la méthanisation, des chaudières à bois poussées dans l'exploitation agricole, donc avec une logique parfois d'autonomie. Donc on va revoir ce point-là avec vous, et puis vous allez nous expliquer aussi que de nouvelles pistes, des nouvelles dimensions vont s'ouvrir en termes de ressources, mais aussi d'usage. On verra à quel point aussi la face environnementale peut avoir sa place au-delà des économies à faire ou de l'autoconsommation. Donc Stéphane Barraud, je rappelle, vous êtes chef du service énergie et économie circulaire pour la Chambre d'agriculture. Oui, bonjour à tous. Donc quelques mots en effet sur un deuxième levier qui est très complémentaire de l'axe économie d'énergie dont Thomas vient de parler, c'est celui de la production des énergies renouvelables. Et sur ce sujet-là, l'agriculture n'est pas en reste, loin de là, puisqu'elle est fortement contributrice au mix énergétique renouvelable français, puisque la part de l'agriculture dans les énergies renouvelables au niveau France, c'est 20% aujourd'hui. 20%, donc c'est important de resituer cette part-là. C'est véritablement un sujet dont se sont saisis les agriculteurs ligériens, hein, des Pays de la Loire notamment. Et si on regarde dans ce mix énergétique renouvelable français, quelle est la part agricole dans les différentes filières, juste pour resituer les choses, au niveau du photovoltaïque, l'agriculture représente 13% sur cette filière. Sur la méthanisation, c'est 26%. Alors là, on parle de la représentativité agricole en termes de production énergétique. Par contre, en termes d'unités de méthanisation, c'est bien sûr les unités agricoles qui prédominent. Et par rapport à des unités industrielles, des unités de collectivité, d'installation de stockage de déchets, par exemple, de boue, la contribution énergétique est beaucoup plus forte pour ces installations, même si elles sont moins nombreuses. Et puis au niveau des biocarburants, l'agriculture, c'est 96% tout simplement. Voilà, c'est simplement en guise d'introduction pour resituer le fait que l'agriculture est un secteur d'activité qui s'est fortement engagé dans la transition énergétique, dans les économies d'énergie certes, mais dans la production d'énergie renouvelable. Il est évident que c'est un secteur qui dispose d'opportunités. C'est un secteur qui travaille avec de la biomasse, que ce soit des effluents d'élevage qui peuvent être valorisés bien sûr en méthanisation, et Christian l'évoquera tout à l'heure, mais également des cultures intermédiaires à vocation énergétique qui peuvent trouver aussi des valorisations énergétiques, ou du colza ou du tournesol, par exemple, qui peuvent être valorisés également en biocarburant. Donc il y a des opportunités réelles, des ressources, comme vous l'avez évoqué, mais il y a aussi des bâtiments. Voilà, c'est un secteur d'activité avec son activité économique qui génère des bâtiments pour recevoir des animaux, pour stocker des fourrages, etc., qui sont eux-mêmes valorisables. Et donc, notamment, c'est tout ce qui a participé au développement du photovoltaïque depuis plus de 15 ans maintenant en agriculture, avec l'optimisation des toitures et, de fait, aussi un réflexe qui s'inscrit aujourd'hui pour toute nouvelle création de bâtiment. Le réflexe, est-ce qu'il est opportun d'y mettre une toiture photovoltaïque pour participer à la rentabilité de mon bâtiment à plus court terme. Donc ça, aujourd'hui, c'est véritablement ancré dans les réflexes de tout chef d'entreprise agricole. Voilà. Alors, les nouveaux sujets, les nouvelles opportunités, comme vous évoquiez, aujourd'hui, on parle beaucoup de la méthanisation, du bois énergie, à partir de la biomasse bocagère et forestière, dont disposent aussi les agriculteurs. On parle beaucoup du solaire photovoltaïque, du solaire thermique. Mais il y a des développements technologiques qui nous font nous poser la question aussi de la potentielle valorisation de nouvelles ressources qui existent en agriculture ou qui existaient par le passé. C'est toutes les nouvelles filières qui vont avoir lien à la gazification. C'est la pyrogasification, c'est la gazification hydrothermale, autant de nouveaux sujets sur lesquels aujourd'hui on est plutôt dans des phases de démonstrateurs qui visent à éprouver les technologies, mais qui s'appuient sur la mobilisation de nouvelles ressources. La pyrogasification à partir de cultures de chanvre, par exemple, pour produire demain du biométhane, voire de l'hydrogène vert. Il y a quelques entreprises au niveau des Pays de Loire qui commencent à développer des projets en ce sens et qui amènent justement à se questionner sur un élargissement de la biomasse qui demain sera valorisable pour des finalités énergétiques, par exemple. Vous avez le miscanthus également qui fait partie des cultures qui aujourd'hui trouvent une valorisation énergétique. Ça, c'est sur le champ des ressources et c'est sur le lien au développement de nouvelles technologies, notamment de gazification, plutôt de production de gaz renouvelable demain, en complément de la méthanisation, donc gazification. Sur le champ des utilisations, c'est notamment l'idée de développer les usages de ces énergies renouvelables en agriculture. Et là, Thomas l'a bien évoqué,
il y a un enjeu majeur à faire baisser la facture énergétique en agriculture. Même si aujourd'hui, au niveau France, quand on regarde au niveau de la consommation finale d'énergie, ce que représente l'agriculture, c'est une part infime, c'est 3%. Il n'empêche que dans ces 3%, ce qui est prédominant, c'est la part des produits pétroliers. C'est 75% de la consommation énergétique qui est liée aux produits pétroliers en agriculture. Et là-dedans, plus de 50%, c'est lié aux engins agricoles, aux automoteurs agricoles. Donc, de fait, au-delà de tout ce qu'a évoqué Thomas, encore une fois, sur la partie bâtiment, et toutes les économies aujourd'hui qui peuvent être réalisées, qui sont éprouvées avec des solutions technologiques pertinentes, il y a la question de développer l'autoconsommation en agriculture des énergies renouvelables que les agriculteurs sont amenés à produire. Ça existe aujourd'hui sur le photovoltaïque, très concrètement. Il y a des installations qui ont vocation à produire de l'énergie qui va être revendue en totalité sur le réseau de distribution. Il y a aussi pas mal d'agriculteurs, compte tenu du surenrichissement, notamment d'électricité, qui s'attachent à autoconsommer une partie de ce qu'ils autoproduisent. D'accord ? Et l'idée, c'est de développer ce pourcentage d'autoconsommation pour faire encore baisser la facture énergétique demain. Et l'un des leviers qui aujourd'hui nous apparaît pertinent, et en lien avec ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire la part notamment des engins agricoles et automoteurs agricoles dans la consommation énergétique en agriculture, c'est de faire basculer la flotte de tracteurs agricoles, qui aujourd'hui fonctionne principalement au GNR, sur des vecteurs énergétiques renouvelables, et notamment de commencer à travailler le tracteur électrique, le tracteur biométhane. Aujourd'hui, il y a des constructeurs qui proposent des gammes sur ce sujet-là, et voire demain des tracteurs électriques piles à combustible hydrogène. Et là, encore une fois, on a la chance au niveau chambre d'agriculture d'avoir des fermes expérimentales comme celle de Derval qui vont pouvoir nous permettre d'éprouver ces pilotes, ces démonstrateurs, pour vérifier, selon les vecteurs énergétiques, électriques, biométhane, hydrogène, l'électricité sera plutôt adaptée dans telle situation d'usage en agriculture, le biométhane plutôt dans telle situation d'usage, plutôt peut-être pour des travaux au champ. L'électricité, compte tenu des capacités liées aux batteries, aujourd'hui, on sera plutôt sur des tracteurs valets de ferme, des usages, on va dire, qui ne méritent pas de forte puissance. Et puis demain, le biométhane et l'hydrogène, peut-être pour des travaux sollicitant plus de puissance, plus d'autonomie, et donc des travaux de semis, de labour et autres. Voilà le chemin qu'on est en train de prendre pour élargir, j'ai envie de dire, l'utilisation en agriculture des énergies renouvelables dont aujourd'hui sont fortement contributeurs. Voilà. Très bien, merci Stéphane Boireau. Ce qui est bien avec vous, c'est qu'il y a plein d'espoir, mais des espoirs concrets. Alors, on va passer à une partie plus dans le témoignage avec vous, Christian Perrault. Donc, vous êtes éleveur laitier à Derval. Donc, vous avez 30 vaches normandes. Vous allez nous expliquer un petit peu la logique de votre système. Alors, vous êtes avec nous parce que vous avez dit oui dès le démarrage donc, de l'unité de méthanisation Derval Agri Méthane, donc qui est initié par la ferme expérimentale. Donc, je crois qu'il y a 5 agriculteurs, la Chambre d'agriculture de Loire-Atlantique, le lycée Saint-Clair, donc on va le voir tout à l'heure, Suez, le conseil départemental et le conseil régional qui sont acteurs donc, de ce qui est plus qu'un projet puisque l'unité est en activité depuis 2018. Alors, expliquez-nous, c'est quoi cette unité de méthanisation à Derval ? Alors, l'unité de méthanisation de Derval, c'est un moteur de cogénération de 450 kW, c'est 20 000 tonnes de déchets, dont 55% agricoles et 45% de matières industrielles. Alors, à partir de ce moteur de cogénération, on lui donne du gaz et il transforme le gaz en électricité. Le moteur de cogénération transforme le gaz, ça fait de l'électricité et de la chaleur. Alors, la chaleur, elle sert au lycée Saint-Clair de Derval et à l'espace aquatique. Alors, ce qui m'intéressait, moi, oui, alors après, oui, le digestat était pendu sur les terres des agriculteurs actionnaires et aussi 2 autres agriculteurs prêteurs de terres. Alors, ce qui m'intéressait, moi, c'était que je suis rentré directement dans ce projet-là parce que faire mon métier d'agriculteur, c'est-à-dire la vocation nourricière, et en plus faire de l'énergie avec des déchets, c'était une idée qui me plaisait particulièrement, quoi.
Après, donc, j'ai accroché le projet. On a mis un temps de gestation de ce projet qui était très long. Il y avait pas mal de problèmes à régler. Et donc, lorsque, lorsqu'on a démarré la production, on a tout de suite vu aussi l'intérêt pour nous, agriculteurs, en termes de fertilisation, quoi. Alors, c'est donc un double intérêt, hein, de faire de l'énergie et aussi de récupérer du digesta pour fertiliser nos terres, quoi. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres? Quelle quantité vous donnez, quelle quantité vous recevez? Alors, vous êtes dans un système herbagé, vous, hein? Oui, alors je suis dans un système herbagé, donc l'orientation que j'aurais pu prendre, ça aurait pu être l'agrobiologie, mais la finalité de mon métier, je la vois comme ça, moi, c'est de gagner de l'argent, bien sûr, hein, c'est le nerf de la guerre, mais c'est aussi de céder de céder l'exploitation dans un état de fertilité, au moins comme je l'ai prise, voire meilleur, quoi. Donc, et le digesta, il rentre en plein là-dedans, quoi. C'est-à-dire que on va fertiliser nos terres et optimiser les rendements. Alors, sur mon exploitation herbagère, moi, je me sers du digesta pour prolonger la durée de pâturage. C'est-à-dire que je vais faire des épandages tardifs, c'est-à-dire vers le 15 mai, et ça va me prolonger la durée de pâturage jusqu'au 15 juillet en année normale. Et à l'automne, je fertilise à nouveau mes prairies pour avoir un redémarrage des prairies plus tôt, quoi. Donc je gagne des deux côtés, quoi. Et alors l'avantage du digesta, c'est qu'on apporte, c'est que c'est non acidifiant. On apporte tout un tas d'éléments qui sont très intéressants pour les plantes, hein. Bien sûr, azote, phosphore, potasse, mais aussi soufre, calcium, et c'est un produit super intéressant. Bien, merci Christian Perrault. C'est toujours intéressant d'avoir le témoignage d'un agriculteur. C'est des paroles qui portent. Donc, deuxième aspect avec vous, Gérard Blais. Donc, vous êtes président du lycée Saint-Clair de Blain d'Herval. Donc, le lycée Saint-Clair, c'est presque 500 apprenants en cursus agricole et machinisme, c'est bien ça? Bonjour à tous. Oui, le lycée agricole de Derval, c'est à peu près 450 à 500 apprenants suivant les années, hein. Cette année, on est en augmentation. Quelquefois, ça baisse un peu, ça dépend. Alors, Christian Perrault a cité votre lycée comme partenaire et donc même acteur pleinement de l'unité de méthanisation de Derval, puisque vous apportez de la matière et vous bénéficiez aussi de l'énergie produite par l'unité. Expliquez-nous. Là, on en bénéficie, comme le disait Christian tout à l'heure, grâce au moteur qui brûle le méthane. Il produit en même temps de l'électricité, mais il nécessite d'être refroidi, ce moteur. L'eau qui sert à refroidir ce moteur est apportée vers le lycée par un raccordement de 2,5 km, hein, qui a été fait il y a quelques années. Et les calories du moteur sont ainsi réinjectées au travers de la chaufferie centrale du lycée qui envoie cette énergie, cette eau chaude, vers 5 sous-stations qui alimentent en eau chaude les sanitaires et le chauffage du lycée. Mmh. Ça nous sert de chauffage et ça nous sert aussi pour tout ce qui est sanitaire, quoi. Alors, et je crois que vous apportez aussi de la matière. Exactement. Nous avons des vaches allaitantes sur l'exploitation du lycée et les fumiers d'éjection des vaches sont transportés au lycée et servent pour la méthanisation. Et il y a en projet de prendre les déchets aussi de notre self-service, alimentation, restaurant. Donc, il y a un intérêt financier peut-être et économique, on va dire, mais c'est peut-être pas l'aspect qui… Non, c'était pas l'aspect. Nous, on est devenus actionnaires au début parce que c'est un projet de territoire. Nous, en tant que lycée agricole, nous sommes ici pour former des jeunes, mais nous sommes ici aussi pour contribuer au territoire. Donc, dès qu'on a entendu parler de ce projet, ça rentrait dans les clous pour nous, hein. C'est marrant parce qu'on en arrive à
à la petite conclusion que les vaches du lycée nous permettent de chauffer nos jeunes, quoi. C'est un peu comme dans la vente directe, hein, où on dit qu'on va de la fourche à la fourchette, ben là c'est pareil. Et nous, on est très heureux d'être actionnaires dans ce projet, hein, qui est vraiment intéressant. Et en plus, la communauté de communes est aussi actionnaire, étant donné pour la piscine, hein, la communauté d'Herval. Maintenant, je crois que c'est la communauté de communes. Je ne sais même plus d'ailleurs si c'est la commune ou la communauté de communes, mais bon, ils profitent aussi du système. Et les 2,5 km de raccordement sont faits pour la piscine et pour le lycée, puisque nous sommes tous les deux dans le centre-ville, quoi. Dans le contexte, c'est des sujets sur les ressources qui font partie des programmes aussi des cursus agricoles, hein, je crois. Oui. Bah oui, parce que nous formons les jeunes à tout ce qui a été discuté avant, hein, économie, les questions de ressources, énergie fossile et renouvelable, quoi. Les jeunes sont formés pour ça, hein. On parle de toutes les agricultures, hein, au lycée. Donc, les jeunes sortent maintenant en calculant et en sachant que, comme disait Christian tout à l'heure, le but de l'agriculture, c'est de produire, de gagner de l'argent, mais aussi de le faire dans les meilleures conditions en respectant la nature. Bien. Merci Gérard Blais donc, pour le lycée de Derval. Donc Stéphane Boireau, je reviens vers vous parce que ce que vient d'exprimer Gérard Blais ou Christian Perrault, on voit ça dépasse la notion même de l'énergie. Il y a la question on s'inscrit même pour défendre des valeurs, mais quand on dit valeurs aujourd'hui en agriculture, c'est accepter aussi les valeurs de ceux qui nous entourent. Il n'y a pas que les valeurs du chef d'exploitation. L'exploitation aujourd'hui, elle n'est plus isolée, elle doit souvent faire ses preuves même auprès des consommateurs, des élus, des industriels. Donc on parle d'acceptabilité des projets énergétiques en agriculture. Tout à fait, c'est l'un des sujets majeurs, même si Christian ne s'est pas étendu trop sur le sujet. Quand on est porteur de projet, notamment d'un projet d'énergie renouvelable, selon le projet, si on est sur du photovoltaïque ou de la méthanisation, on n'est pas du tout sur les mêmes temps de développement, hein. Les temps de développement en méthanisation, notamment, sont très très longs et très complexes, hein, avec différents points abordés, techniques, administratifs, agronomiques, juridiques, financiers. Parce que, comme il l'a dit, le nerf de la guerre, c'est quand même de sortir des projets qui soient rentables et donc bancables. Et donc, c'est vrai que les porteurs de projets ont cette charge mentale pour, j'ai envie de dire, s'acculturer avec tous ces sujets-là. Mais il y en a qui est de plus en plus prégnant, et notamment en Loire-Atlantique, mais ça, c'est fort d'un contexte plus global, c'est celui de l'intégration territoriale des projets énergétiques. Quand je dis plus spécifiquement en Loire-Atlantique, vous voyez bien que la question de l'acceptabilité résonne aussi avec des projets d'autres dimensions autres, comme Notre-Dame-des-Landes, par exemple, mais ça fait plein de petits. Et aujourd'hui, pour tout projet énergétique, quel qu'il soit, on parle assez souvent de levée de bouclier pour X raisons. C'est sur l'éolien, c'était prégnant sur l'éolien, ça commence à être de plus en plus prégnant sur les projets de méthanisation, quels qu'ils soient, les moyens. Je veux dire, ça s'étend à l'échelle des Pays de Loire, nous on le voit bien dans tous les accompagnements de projets qu'on leur réalise, et on pressent que ça va arriver aussi sur le photovoltaïque, puisque le photovoltaïque aujourd'hui on le connaît sur toiture, mais on parle de plus en plus de photovoltaïque au sol et d'agrivoltaïsme. Et donc, quelle sera la réaction de la société quand elle verra fleurir dans les champs potentiellement ou à proximité de ses maisons des centrales photovoltaïques au sol sur 5-6 hectares. Donc c'est vraiment une question d'actualité. Et la question, c'est bien sûr de prévenir les conflits. Alors aujourd'hui, on est dans certains cas dans la gestion des conflits, mais c'est de prévenir les conflits. Et là, le témoignage de Derval est un bon exemple où ce projet-là, assez tôt, il a su entrer en relation avec son environnement, avec la collectivité, avec les autres parties prenantes, un lycée agricole, pour, entre guillemets, j'ai envie de dire, co-construire et faire en sorte que ce projet, il apporte certes des services pour le monde agricole, mais aussi pour d'autres acteurs locaux, et notamment via ce réseau de chaleur qui dessert aujourd'hui la piscine et le lycée de Derval. Mais on pourrait envisager, par rapport à des projets de méthanisation, d'autres services beaucoup plus globaux qui toucheraient même le citoyen. On parle de plus en plus de la mobilité décarbonée, j'en ai parlé tout à l'heure en agriculture, mais en tant que citoyen lambda, on y est aussi confronté. Et on voit bien qu'aujourd'hui, notamment les concessionnaires de véhicules nous proposent une flotte de véhicules électriques, par exemple, beaucoup plus large, et ça commence à venir aussi sur les véhicules biométhane. Donc demain, en lien avec des projets de méthanisation, on pourrait aussi voir à co-construire avec des acteurs locaux des stations de distribution de biométhane, par exemple. Voilà. Donc tout ça concourt
à faire en sorte que les projets de transition énergétique soient plus facilement acceptés. C'est-à-dire comment des porteurs de projets agricoles, si on parle de l'agriculture, vont s'ouvrir assez tôt à faire connaître leurs projets. Certes, c'est une chose, mais l'acceptabilité, ce n'est pas que de la com. L'acceptabilité, c'est aussi accepter l'interaction et faire en sorte qu'à certains moments, son projet puisse être amendé de retour d'une collectivité, de retour d'un autre acteur économique, pour le faire un petit peu diverger de ce qu'ils avaient initialement envisagé. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas évident de prime abord, parce que quand on est le porteur de projet, voilà, on a des valeurs, Christian l'a évoqué, on a des motivations qui sont propres à son activité. Et on voit bien que sur ces sujets-là, qui sont quand même en lien avec un territoire, au-delà des questions réglementaires qui vont ménager à ce que le projet soit suffisamment en distance de tiers, ça ne suffit pas. Au quotidien, il va y avoir des flux sur le territoire, des camions qui vont venir approvisionner le méthaniseur, qui vont en repartir. Donc, il faut parler de son projet le plus tôt possible, il faut l'expliquer, il faut accepter qu'il y ait des interactions, voire des amendements. Donc, tout ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait partie des accompagnements que l'on intègre, qui étaient peut-être vus plus à la marge il y a quelques années, mais aujourd'hui, véritablement, la question de l'intégration territoriale des projets et de son acceptabilité à terme fait véritablement partie des sujets sur lesquels les porteurs de projets doivent travailler. Donc, comment on va en parler auprès des citoyens, auprès des riverains, comment on va parler auprès des élus et comment on construit son projet. Voilà. Merci à chacun d'entre vous pour cet échange d'expérience et puis les pistes de réflexion. Alors, prochain rendez-vous en ligne dans le cadre du sommet de l'innovation agricole, c'est le mardi 26 octobre. On reste sur la thématique des énergies, mais cette fois-ci ciblée sur les bâtiments agricoles. Je vous rappelle que toutes les vidéos donc, du sommet de l'innovation agricole en partenariat avec Tech Élevage sont à retrouver donc, sur le site de Tech Élevage et sur le site d'Agri Startup Summit, ainsi que sur leur chaîne YouTube et les plateformes de podcast habituelles. Voilà, merci, belle journée à vous et à bientôt.